Innovation managériale, agir ou périr. Ah, quand même, périr. C'est pas un peu rude, ça, comme titre? Vous savez quoi? On va le décomposer ensemble, hein. Ce sera un petit peu moins violent. Alors, innovation. Innovation, innover. Innover, c'est changer. Innovation managériale. Changer sa façon de manager, faire les choses autrement. Qu'est-ce que vous en dites? Jusque-là, ça se passe pas trop mal, hein? Agir ou périr? Agir ou périr? Agir ou périr? Ben, vous savez quoi, finalement? Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Soit vous changez, soit vous disparaissez. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui me regardent d'un drôle d'air, hein. Le casque, oui, c'est ça, monsieur, le casque. Je vais vous en parler dans un instant. De quoi est-ce que je parlais? Du changement. Alors, le changement, on en parle en permanence pour le moment, c'est vraiment sur toutes les bouches. Les bouches, c'est à la mode. Pourtant, vous allez le voir, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si ce serait bien, ma télécommande ne fonctionne pas bien. Vive la technique, je vais passer à la souris. Ouais, elle ne marche pas. Donc je continue pendant que mon assistant règle mon problème technique. Donc le changement n'est pas quelque chose de nouveau, ça date d'il y a très longtemps. Héraclite, qui était un philosophe grec, en parlait déjà 6 siècles avant Jésus-Christ, vous imaginez? Alors qu'est-ce qui est différent finalement du changement d'Héraclite et le changement que nous connaissons aujourd'hui? Eh bien, c'est la quantité de changement à laquelle nous devons faire face, et la vitesse à laquelle ces changements se produisent. Aujourd'hui, on parle de bouleversements technologiques, de bouleversements sociétaux, environnementaux, économiques, politiques. Et donc, nous vivons dans ce qu'on appelle un monde VUCA. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'acronyme VUCA. Ça vient de l'anglais pour volatile, incertain, complexe et ambigu. Et pourtant, dans ce monde instable, nous devons assurer le futur de nos entreprises. Alors, je vous montre, donc, c'est quoi ça? Vous connaissez? C'est une centrifugeuse. OK? Donc, dans ce monde instable qui bouge en permanence, on doit s'adapter. Et jusqu'à présent, l'adaptation relevait presque exclusivement de la responsabilité du management. Alors, ce management, comment se sent-il aujourd'hui? Alors, je vous ai mis une petite image du management. Ça, c'est comment le management se sent aujourd'hui. C'est un escargot. Alors, en fait, le management est un petit peu à la traîne. Alors, c'est vraiment pas une critique de ma part, c'est un constat. Dans les discussions que je peux avoir offline ou en coaching avec des managers, beaucoup me disent combien ils se sentent perplexes, perdus, qu'ils ne savent pas quoi faire, comment faire et surtout si ça en vaut la peine. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Bon, Marco a dit un petit mot là-dessus, mais donc j'accompagne le changement. Et à dire la vérité, le changement, ça fait 30 ans que je vis dedans. J'ai tout vécu. Alors, je ne vais pas vous brosser un CV détaillé, mais j'ai connu les fusions, les délocalisations, les restructurations, les faillites, et j'en passe. Et ça, là, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Caterpillar. 4000 personnes dehors, dont moi, et quelqu'un d'autre qui est dans la salle que je connais là. Et la fermeture de la plus grosse usine du groupe en dehors des États-Unis. Alors oui, le changement, je connais. Les coûts, j'en ai pris. Et j'ai eu envie de mettre cette expérience qui est vraiment acquise sur le terrain au bénéfice des entreprises pour que le changement se passe autrement. C'est la raison pour laquelle je suis là devant vous aujourd'hui. Alors la présentation va se passer en 3 parties. La première partie, c'est le constat, on l'a déjà commencé. Puis je vous parlerai brièvement des différentes excuses que j'entends sur le terrain pour ne justement pas changer. Et puis enfin, on parlera action, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour entamer une démarche d'innovation managériale dans vos entreprises. Alors, à la fin de la présentation, j'ai envie que vous ressembliez à ça. Vous le connaissez? Pardon, il y en a peut-être qui ne voient pas. Est-ce que vous le connaissez? C'est Turbo, l'escargot qui voulait devenir un escargot de course. Alors,
petite précision avant de vous montrer une courte séquence, c'est que si vous montez dans la centrifugeuse, faites gaffe à la coquille. Alors je vais vous passer un extrait de Turbo, vous allez voir que ce qu'il vit... Attendez, je vais l'arrêter un instant pour vous dire quelque chose. Ce qu'il vit là, c'est vraiment ce qu'on peut vivre quand on initie un changement en entreprise. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont dans des projets de changement? Ok. Ben, vous allez voir qu'on reconnaît quand même pas mal de choses qu'on connaît quand on met des changements en place. Début d'une merveilleuse semaine de boulot sur le chantier. J'avais toujours eu l'impression d'être pris dans une opération escargot. On avance, s'il vous plaît, on accélère. Oh, je voulais seulement aller un peu plus vite. Tu vas arrêter, oui, avec cette histoire de vitesse. Profite un peu de la vie. T'as fait ça une vie. Tu es un escargot, pas une voiture. J'ai ça en moi. Non, je veux pas ça en toi. Qui te l'a dit? La nature. Mère nature. Je voudrais aller vite. Je l'ai échappé belle. Un petit peu dépaysé, j'imagine. L'escargot de jardin. Je crois qu'on a un peu du chat. Allez, on y va, bon arc. Ça s'est arrêté. Son nom, c'est Turbo. Voilà. Alors pour ceux qui travaillent dans le changement ou qui sont impliqués dans des projets de changement, est-ce que vous reconnaissez des choses qu'on vit au quotidien? La masse qui ne bouge pas. Voilà, c'est ça. La masse qui ne bouge pas, l'inertie, la lenteur des structures, quoi d'autre? Conseil des autres. L'affolement, les autres qui donnent des conseils. La prise de risque, l'essai-erreur aussi, j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai noté? On a toujours fait comme ça, mais non, tu ne vas pas y arriver, c'est la nature, etc. C'est, voilà, mode de rien en 2 minutes. On a pas mal d'informations qui touchent à la vie des entreprises qui sont dans des projets de changement. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts à devenir des turbos? J'en vois quelques-uns qui sont un peu dubitatifs. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Bien, monsieur, c'est vrai. Pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Eh bien, je vais vous montrer comment faire. Bon, j'ai vraiment un problème avec cette... Voilà. Alors, je pense que pour les plus cartésiens d'entre vous, il est temps de balancer un petit slide avec des chiffres. Et ce slide, à lui tout seul, résume en fait le titre de la conférence. Voilà, selon une étude faite par Gallup à 2 reprises, on constate que 70% des managers qui sont interrogés disent que le futur de leur entreprise, la pérennité de leur entreprise repose sur sa capacité à innover. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 70%, c'est énorme. Alors si j'utilise mes propres mots qui sont toujours un petit peu plus trash, c'est marche ou crève, agis ou péris, change ou péris. Et donc on va voir ensemble ce que recouvre ce terme innovation et où on peut innover pour assurer le futur des entreprises. Alors, il y a 4 leviers potentiels d'innovation. Je vais les parcourir brièvement. Il y a tout ce qui touche à la stratégie. Donc là, on est dans des nouveaux concepts, des nouvelles façons de faire, des nouveaux business models. Des exemples, vous avez par exemple, lorsqu'il est arrivé sur le marché, Ryanair avec les vols low cost, ou son pendant dans le logement, c'était les hôtels Formule 1 qui depuis ont été copiés.
On a aussi là Uber, Blablacar, le journal Métro, le journal gratuit qu'on distribue un peu partout, et par exemple le Cirque du Soleil, qui est un cirque sans vraiment en être un. Alors, dans l'organisation du travail, j'ai réuni ça en organisation et processus, on pourrait dire structure et processus. Le champion, toute catégorie, étant Amazon. Je vous ai amené d'ailleurs un bouquin dont je vais vous parler. Amazon et son système logistique qui est vraiment particulier. Alors, je ne vais pas expliquer ça en détail aujourd'hui, ce n'est pas le propos, mais si ça vous intéresse, je suis tombée sur ce petit bouquin qui est assez sympa, qui s'appelle « En Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes », qui a été écrit par Jean-Baptiste Mallet, qui est en fait un journaliste français qui s'est fait engager comme intérimaire en travail de nuit chez Amazon en France pour pouvoir vivre de l'intérieur, la société. C'est vraiment intéressant. Il est en livre de poche, donc il ne coûte pas cher. Et alors, si pour ceux qui aiment plutôt les vidéos, il y a pas mal de chouettes reportages sur YouTube concernant Amazon. Au niveau de l'offre, on peut innover au niveau de l'offre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit élargir un éventail de services ou de produits existants, soit de créer de nouveaux produits. Alors un exemple, c'est par exemple Dyson et les fameux aspirateurs sans filtre, sans fil et sans sac. Et puis le quatrième levier qui est celui dont je vais vous parler aujourd'hui, qui touche au management, à la culture d'entreprise, au comportement et aux relations humaines. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là? C'est parce que c'est celui où on est le plus à la traîne en Belgique, il faut bien le dire, et où les gens ont le plus de difficultés. Et pourtant, c'est celui qui peut booster les trois autres. L'innovation managériale est vraiment un vecteur de performance. Si c'est bien mené, ça va vous amener quoi? Des offres différenciantes, donc de nouvelles offres de produits et services qui vont, alors je dis toujours, enchanter le client. Les clients qui, eux, sont devenus à la fois volatiles et super exigeants. Et ça va, pour ceux qui travaillent dans les ressources humaines, ça va vous amener des personnes sur le long terme. Donc des personnes à la fois compétentes, engagées, motivées, qui vont vraiment faire la différence et qui vont rester dans votre entreprise. Donc ça vaut vraiment la peine d'entamer une démarche parce que la performance est à la clé. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était dans un monde en plein bouleversement, que c'était assez compliqué. Et en fait, je ne vous ai pas encore tout dit. J'en rajoute une couche. On vit pour le moment en entreprise un phénomène un petit peu particulier. On a 4 générations qui cohabitent dans l'entreprise, qui sont nées à des moments très différents. Alors imaginez ceux qui sont nés juste après la Deuxième Guerre mondiale et les gens d'aujourd'hui. Le monde a complètement changé. Du coup, les modes de pensée, les aspirations de ces différentes générations, la façon dont elles se comportent sont radicalement différentes. Et on doit en tenir compte dans l'entreprise. Donc ça veut dire qu'en plus d'un contexte relativement compliqué, on va aussi avoir des gens en entreprise qui complexifient encore la chose. Et donc il faut en tenir compte. Alors on va les passer brièvement en revue. Je voudrais dire avant de les afficher que pour moi, il ne s'agit pas de mettre des gens dans des cases, parce qu'on parle de génération X, Y, etc. Les individus, on est tous des individus très différents, des planètes à nous tout seuls. Et le but, c'est vraiment pas de mettre les gens dans les cases, mais force est de constater qu'on a quand même des tendances en matière de comportement. Moi, je me sens en plus un mélange de X, Y, Z, que moi, je fais partie de la X. Donc, alors, baby boomers, on en a encore en entreprise, mais ceux qui sont nés tout au début de la période, bon, ils sont à la pension maintenant, mais on en a encore. Eux, ce sont des gens qui sont nés après-guerre et qui ont, quand ils sont arrivés sur le marché de l'emploi, n'ont pas eu de problème à trouver un emploi. Généralement, ils n'avaient même pas besoin de diplôme et on disait qu'on trouvait un travail et c'était pour la vie. Hein, c'est un peu ça. La valeur travail était très forte pour cette génération. Ensuite est arrivée la génération X qui, elle, a connu un peu le contraire. Ils sont arrivés à peu près à la fin de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, donc cette période hyper florissante. Et quand ils sont arrivés sur le marché de l'emploi, eux, ils ont eu des problèmes pour en trouver. Ils ont connu la crise. Alors moi, je ne connais pas vos âges, mais moi, personnellement, je suis de la génération X et je peux vous dire que depuis que je suis née, on parle de la crise. Donc crise, choc pétrolier, ils ont connu aussi, bon, dans d'autres domaines, le sida, Tchernobyl, etc. Donc pas terrible pour cette période. Valeur travail aussi très forte.
Ensuite est arrivée une autre génération sur le marché de l'emploi, la génération Y, qui fait dresser les cheveux des ressources humaines et des managers pour le moment, parce qu'ils ont des comportements radicalement différents. Eux, c'est clair, la valeur travail, ce n'est pas leur première valeur. Ils sont plutôt dans tout ce qui est qualité de vie. Ils veulent vivre la vie, ils veulent la vivre maintenant et pas dans 50 ans. Donc, quand on leur dit en tant que parents, mais tu sais, il faut économiser pour pouvoir t'acheter une maison, et puis après, tu te marieras, tu auras des enfants, tout ça, ils n'entendent même pas. Eux, ils vivent au jour le jour. Et donc, ils sont très, très court terme. Et ils sont aussi très mobiles. Donc, ça veut dire qu'en termes de loyauté pour l'entreprise, c'est pas top. Donc, ils sont plutôt du style à travailler 6 mois quelque part, démissionner, puis aller 3 mois dans un ashram, puis revenir en Belgique pour faire un petit job, et puis ils vont repartir 2 mois au pôle Nord, etc. Donc c'est vraiment un comportement radicalement différent. Et puis la génération Z, c'est encore autre chose. La génération Z, c'est les hyper connectés. Donc eux, ils sont nés avec Internet. Ceux-ci sont nés avec la télé, les jeux vidéo. Ils ont connu le PC Internet. Mais là, eux, quand ils sont nés, Internet était déjà bien développé. Ils connaissent aussi les réseaux sociaux. Dans une main, ils ont une souris, et encore, pas toujours, hein, ils sont avec pavé numérique. Et de l'autre côté, le smartphone et ou la tablette. Eux, connexion, communication, collaboration, ils sont dans le partage et alors ils mettent pas mal de pression sur les managers parce que l'exemplarité est super importante pour eux. Et donc le manager doit être en dehors de tout reproche, c'est assez compliqué. Alors, dans les relations chef-employé, manager-manager, comportements radicalement différents. Ces deux-ci, ils ont vécu avec une relation de subordination. Donc le chef disait ce qu'il fallait faire et on faisait ce que le chef disait, quoi. Ça a commencé à moins bien passer avec celle-ci. La génération Y, elle a bien voulu, mais ça a quand même coincé. Mais alors la Z, là, elle accepte vraiment pas du tout. Okay ? Et donc, il faut tenir compte de ces modes de comportement pour faire en sorte que les équipes fonctionnent bien et qu'on puisse mettre en place des choses qui tiennent la route. Ceci étant dit, regardez mes collègues, on va parler maintenant des excuses. Toutes les excuses possibles et imaginables qu'on me sert au quotidien pour ne rien faire en termes de changement. Alors vous voyez, ils ont quand même, surtout celui-là, il a un air dubitatif. Hein. Donc c'est un peu mon œil, quoi. Hein. Cause toujours, tu m'intéresses. Alors la première des excuses, c'est « Oh, on n'a pas le temps. Hein. » J'ai juste envie de dire « Trouvez-en du temps. » Et je vais être même plus trash. C'est une question de motivation et de vision à long terme. Du temps, on peut en trouver. Et je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez que les managers, en moyenne, passent 3 à 5 heures à gérer leurs mails par jour? 3 à 5 heures. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une façon un petit peu plus efficace de gérer son temps? Il semble que oui. Eh bien, la SNCF a mis en place un programme. Je vais parler pas mal de la SNCF. Bon, c'est un peu comme la SNCB, ils sont toujours en retard, mais bon, en plus aujourd'hui, ils sont en grève. Mais oui, c'est vraiment le jour. Ils ont mis en place un programme pour les managers et ils ont décidé que lorsqu'un manager était en copie d'un mail, il ne devait plus le lire. Et donc, grâce à ça, ils ont récupéré pas mal d'heures qu'ils ont pu mettre à profit pour d'autres choses. Et je vais vous en parler tout à l'heure. La SNCF est vraiment une entreprise qui a commencé une dynamique d'innovation managériale et ça change vraiment beaucoup. Okay ? Alors, la deuxième des excuses, c'est on n'est pas prêt. Ah non, oh non, on n'est pas prêt. Et là, j'ai envie de vous dire, mais quand est-ce que vous serez prêt? Quelqu'un qui regarde une vidéo? Quand est-ce que vous serez prêt? Et si vous êtes prêt, quand? Et est-ce que vous... Et en plus, c'est le chef, quoi. Donc, vous ne serez pas prêt. Quand est-ce que vous le serez? Est-ce que vous le serez un jour? Et quand vous le serez, est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Question à se poser. Alors, j'ai envie de faire une analogie avec le mariage. Alors, homme ou femme, on s'en fout, c'est pas le propos. Hein. Oh chérie, donc il y en a un qui demande pour se marier et l'autre fait « Oh non, je suis pas prêt, je suis pas prêt. » 3 mois après, on se marie « Oh non, je suis pas prêt, je suis pas prêt. » Et puis, vous avez les chocottes que l'autre se tire et un jour, il vous dit « Est-ce qu'on se marie ?» Et vous dites « Ben oui, on se marie. Ok, on se marie. Vous n'êtes pas vraiment prêt, mais vous le faites quand même. »
Ben, le changement, c'est la même chose. Vous allez vous plonger dedans et puis à un moment donné, vous vous direz oh ben finalement, c'est pas mal. Hein. Et puis, oh ben si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Foncez. Hein. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Que ça marche. C'est tout simple. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, mais bon. On n'a pas les moyens. Qui a dit que l'innovation managériale coûtait de l'argent? Alors, je suis d'accord, ça coûte du temps, et le temps, c'est de l'argent. Mais comme vous allez suivre mes conseils et que vous allez mieux gérer vos mails, vous aurez du temps. Bon, je vous taquine un petit peu, hein. C'est plus compliqué que ça. Mais je vais vous montrer quelques exemples d'innovation qui n'ont pas coûté grand-chose. Et je voulais vous dire quelque chose par rapport à ça, c'est que, bien sûr, je vais vous montrer des exemples. Alors, l'innovation managériale, c'est le fruit d'une réflexion profonde. Hein. C'est toute une stratégie à mettre en place. Et donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, ne plaquez pas des outils d'innovation alors que vous n'avez même pas réfléchi à l'objectif que vous voulez atteindre. C'est la même chose. Moi, je viens du domaine de la communication. J'ai des tas de gens, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs qui font des outils de communication avant même d'avoir réfléchi à exactement ce qu'ils offraient. Il y a un stud là. Ben, en changement, c'est la même chose. Okay. Alors, premier exemple que je tire de LinkedIn, c'est il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, je l'ai trouvé sur LinkedIn. Là, c'est une démarche personnelle, mais dans un contexte professionnel. Donc, c'est une entreprise qui a accordé beaucoup d'importance au plaisir et au bien-être à l'intérieur de la société, qui travaille, qui cultive. Et donc, il y a une dame qui est une facilitatrice graphique, d'ailleurs ça se voit, qui a réalisé un petit calendrier de l'Avent. Elle voulait trouver une façon un peu plus agréable que d'envoyer un mail ou d'avoir un auto-reply sur son mail. Laurent sera disponible de tel jour à tel jour. En cas d'urgence, veuillez contacter monsieur un tel. Donc là, elle a fait un calendrier de l'Avent, surtout pour son équipe. Donc on voit qu'il y a les dates de départ. Donc ça, on ne passe pas chez les collègues, 15 personnes par jour dit Natacha, elle revient quand, elle est partie quand, et où est-ce qu'elle est partie. Bon, voilà, donc vous avez un calendrier de l'Avent. Alors, derrière chaque petit post-it, il y a un mot positif pour l'équipe ou une citation inspirante, et chaque jour, en fonction de la date, les membres de l'équipe peuvent aller chercher un petit mot. Donc c'est quelque chose qui ne coûte pas cher. Dans la même lignée, vous avez aussi les murs de la créativité. Donc ce sont des murs qui sont généralement mis dans des endroits où il y a beaucoup de passages, avec des marqueurs. Alors il y a la version tableau blanc avec des marqueurs, il y a la version tableau noir avec des craies, pour que les gens puissent à la fois écrire et dessiner. Et donc l'idée, c'est quand quelqu'un a une idée à soumettre par rapport à l'entreprise, c'est de pouvoir le mettre au mur. Et j'aime beaucoup cette idée parce que, je ne sais pas, vous avez certainement connu comme moi la boîte à idées. Alors on dirait qu'on est honteux de son idée, quoi. Vous avez une boîte avec un trou, vous le mettez dedans, c'est caché, personne ne le voit, et un jour, quand on n'a pas oublié la boîte à idées, il y a quelqu'un qui vient ouvrir le truc. Donc là, c'est un peu comme un brainstorming géant. Les gens passent devant, parfois une idée qui est là va en susciter une autre, immédiatement, la personne peut la rédiger, ou quelqu'un va passer devant le mur, va voir quelque chose, 2 jours après va repasser et va mettre un petit message. Donc je trouvais l'idée assez intéressante. Voilà, en termes d'exemple pour la créativité, pour les moyens, c'est vraiment pas cher. Bon, après, c'est clair que dans des projets très ambitieux, il faudra quand même un budget de départ. Ah! On a déjà essayé et ça n'a pas marché. Alors ça, c'est un fait, on ne peut pas le contester. Vous avez probablement essayé et ça n'a pas marché. Mais j'ai envie de vous dire, quand est-ce que vous avez essayé? Avec qui? Comment? Dans quel contexte? Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché à ce moment-là que ça ne peut pas marcher maintenant. Et donc, j'ai envie de reprendre mon analogie avec le mariage. Ce n'est pas parce que vous avez connu un échec que vous allez devenir moine ou bonne sœur. Je ne sais pas, je pose la question. Non. Donc, on peut remettre le couvert. Bien sûr, on accuse le coup, on réfléchit aux erreurs qu'on a commises, et puis on repart la fleur au fusil. Donc le changement, c'est la même chose. Allez-y, recommencez. C'est pas nécessaire. Ah, c'est pas nécessaire, c'est dans la même trempe que on a toujours fait ça, on n'en a pas besoin, ça sert à quoi? Alors, est-ce que vous voulez vraiment que je vous dise à quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? En dehors du fait, je vous l'ai déjà dit, qu'on est en train de travailler sur la pérennité de votre entreprise. Parce que si vous ne le faites pas, le changement va le faire pour vous. Le changement est plus fort que vous.
Donc, plutôt que de le subir, préparez-le. C'est le dernier, celui-là. Chez nous, c'est pas pareil. Ben, évidemment que chez vous, c'est pas pareil, puisque c'est pas pareil chez les autres. Chaque entreprise est différente. Chaque entreprise est constituée d'une collectivité qui elle-même est faite d'individus. Les individus ne sont pas les mêmes d'une société à l'autre, et donc forcément, eh bien, ce que vous allez mettre en place ne va pas correspondre à ce qui est mis en place ailleurs. Alors, petite précision par rapport à ça, c'est que vous allez partir d'une page blanche, vous allez complètement vous réinventer. Et c'est ça, je dirais, ce qui vraiment différencie l'innovation managériale, c'est que vous n'allez pas recevoir un bouquin en direct ligne des États-Unis. Vous savez, un truc qui est traduit de l'américain, et on vous donne des théories fumeuses, et puis on vous donne une checklist. En 1, tu feras ça. En 2, tu feras ça. En 3, tu feras ça. En innovation managériale, ça n'existe pas. Et c'est ça qui est excitant. Vous partez d'une page blanche, et c'est vous qui allez créer le futur de votre entreprise. Moi, je trouve que c'est particulièrement excitant comme projet. Vous n'êtes pas obligé d'être de mon avis. Hein. Voilà pour les excuses. Alors pourquoi est-ce que je vous parle des excuses? Parce que j'ai juste envie que vous ne perdiez pas de temps. Parce que tôt ou tard, le changement va vous rattraper. Alors soyez proactifs et allez-y directement plutôt que de trouver des excuses, de tourner en rond et puis d'un jour devoir le subir réellement. Alors, on va passer à l'action. Je vais boire juste un coup. Bon, d'abord, vous n'êtes pas obligé de faire la même tête que la dame. Bon, c'est vrai qu'elle est partie pour faire un sprint. Oui, elle a l'air déjà de souffrir avant de commencer. Donc, la dame, elle est partie pour un sprint. Nous, on va faire plutôt un marathon. On va tenter de courir longtemps, sur le long terme, et d'assurer vraiment le futur, la pérennité de votre entreprise. Donc, ça doit être, monsieur le disait tout à l'heure, ça doit être réfléchi. On ne fait pas ça n'importe comment. Alors, 2 petites précautions d'usage. On ne travaille pas à l'envers. Ça veut dire quoi? Donc, vous décidez un jour de faire de l'innovation managériale et vous dites aux personnes qui travaillent dans votre entreprise, dorénavant, tu vas faire ça comme ça. Ça va complètement à l'encontre de l'esprit. Vous ne dites pas aux gens ce qu'ils doivent faire et surtout, vous ne faites pas des choses sans les impliquer. C'est super important. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va commencer à travailler sur d'abord l'identité de la société. C'est qui sommes-nous? Quelles valeurs est-ce que nous voulons véhiculer dans le futur? Et comment ça va se traduire en termes de comportement? Alors là, pour ceux qui ont travaillé dans des boîtes américaines, pas comme on fait aujourd'hui dans les boîtes américaines, où vous avez de splendides slides, ou alors sur les sites internet, il est mis « Our values », nos valeurs. Et alors on vous parle d'un tas de choses qui sont vraiment extraordinaires sur papier, mais qui ne sont pas du tout la réalité du terrain. Quand on travaille en innovation managériale, on va vraiment travailler sur des choses authentiques. C'est super important, sinon ça n'a absolument aucune espèce d'importance et ça n'aura pas d'impact et ça ne fonctionnera pas. La deuxième chose, c'est l'attitude. Alors vous devez avoir la VHS attitude. Un comportement ne peut pas perdurer dans le temps, un changement, pardon, ne peut pas perdurer dans le temps si le comportement des managers n'est pas adéquat. Alors ça veut dire quoi, adéquat? Ça veut dire qu'il y a une volonté authentique de la part du management de faire bouger les choses. Et ce n'est pas évident, hein, parce que les managers vont changer de rôle. Ils vont passer de chef d'orchestre à quelque chose qui ressemble à facilitateur. Donc ça demande un travail sur l'ego. Humilité, ça c'est le H, humilité. Eh bien, parce que le manager n'est plus le seul sachant dans l'entreprise. Vous allez voir qu'en innovation managériale, on utilise l'intelligence collective. Et donc, c'est la phrase qui dit « il y a plus d'idées dans 10 têtes que dans une ». Ben voilà, le manager n'est plus le seul qui sait. Et la serviabilité, le manager va se mettre au service de la collectivité et va répondre de manière ponctuelle à des besoins des individus. Donc vraiment, il y a un changement d'optique complet qui n'est pas facile à intégrer pour pas mal de managers. Le tout, parce que j'ai quand même, excusez-moi, pas de la mer dans les yeux, se poudrer d'un petit peu d'esprit d'aventure, c'est le A de attitude, aventure. Pourquoi? Parce que, c'est clair, le changement, implémenter un changement profond en entreprise, surtout quand c'est culturel, ça provoque des remous.
Et donc, il faut s'accrocher, c'est un peu comme des montagnes russes. Mais si c'est bien géré, en finalité, ça donne de très très bons résultats. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? Je regarde juste l'heure pour mes collègues. Oui. Alors, on va voir maintenant ce qu'il convient de faire. Donc là, je vais vous parler vraiment des piliers. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut retrouver dans des projets d'innovation managériale. Le premier étant le pilier des piliers, la chape sur laquelle tout le reste va se construire. C'est la confiance. Vous ne pouvez pas mener un changement disruptif, et je vous explique dans 2 minutes, sans que les gens aient confiance en vous. Pourquoi est-ce que je dis disruptif? C'est parce que vous allez changer beaucoup de choses. Vous allez changer les attitudes, les valeurs, les croyances, les habitudes, et donc les gens vont être déstabilisés. Par conséquent, pour pouvoir se laisser aller et se laisser mener dans ce projet de changement, ils doivent vous faire confiance, à vous et à l'entreprise dans laquelle ils travaillent. C'est super, super important. Malheureusement, cette confiance n'est pas toujours présente. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça et comment est-ce que je le sais? C'est parce qu'une étude a montré récemment, et alors le chiffre est énorme, moi quand je l'ai lu, j'ai été abasourdie, 84% des personnes interrogées, tous niveaux confondus, disent qu'ils ne sont pas pleinement engagés dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Je ne sais pas si vous imaginez 84%, mais c'est énorme. Hein. Et pire que ça, dans les 84%, 14% se disent activement désengagés. Alors c'est quoi activement désengagés? Ce sont ceux qui vont adopter des comportements contre l'entreprise. Alors ça se traduit comment au quotidien? C'est des gens qui vont travailler moins vite que ce qu'ils sont capables de faire, qui vont faire des erreurs, qui vont arriver en retard, qui vont voler. Quoi? Pourquoi ça vous fait rire? C'est juste au moment où je suis arrivée. Ah bon, vous m'expliquerez après, je vais trop bien compris. Mais bon. Ok, alors, qu'est-ce qui fait que la situation... Enfin, le chiffre est énorme, donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là? Je crois que, comme moi, pour ceux qui ont travaillé en entreprise ou qui y travaillent toujours, on connaît des situations qui sont souvent liées au management qui vraiment ne donnent pas trop envie, du style une communication qui n'est pas claire, rétention d'informations, des décisions qui sont prises et qu'on ne comprend pas très bien pourquoi, ou parfois on les trouve injustes, on ne comprend pas, il n'y a pas d'explication, et voilà, le personnel est laissé là tel quel. Micromanagement, autorité excessive, etc., etc., etc. Et donc, les gens se désengagent. Et pour moi, l'engagement, c'est vraiment la preuve que les gens vous font confiance. Et donc, il faut vraiment travailler cette confiance pour avoir de l'engagement au niveau des personnes. Alors, une des choses aussi, et je vais vous montrer un slide juste après, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est comment faire finalement pour que les gens aient confiance en vous, parce que c'est ce qui vous intéresse. Eh bien, c'est de faire exactement l'inverse de ce que je viens de vous dire. Donc, c'est communiquer de manière claire et authentique. Quand vous faites une promesse, c'est la tenir. Soutenir les gens, aussi bien féliciter, donc célébrer les succès, que soutenir les gens quand il y a un problème. C'est donner aussi le droit à l'erreur. Et donc en matière de droit à l'erreur, je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Ça se passe chez Spotify. C'est le mur des échecs. Donc généralement, nous, quand on fait une bourde, on la met de côté, on essaie de la cacher, c'est humain. Alors quand on sait, certains, pas moi, certains la cachent, puis des fois on sait que ça va avoir un impact sur une équipe ou sur plusieurs équipes, donc du coup on va trouver son chef et on lui en parle, on se fait engueuler, et puis on essaie de résoudre le problème, on ressort tout penaud, voilà, on n'est pas très fiers de soi, mais voilà, on essaie quand même de le cacher à ceux qui pourraient éventuellement en entendre parler et qui ne sont pas concernés. Là, on va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on invite les gens à aller afficher. Bon, c'est vrai que l'innovation managériale utilise pas mal les post-it, mais je vous assure, il n'y a pas que ça. Hein. Donc là, vous voyez, c'est le mur des échecs. Vous voyez les petits post-it. Donc chaque fois qu'une personne rate quelque chose, elle va poster son petit post-it sur le mur. Et puis régulièrement, les équipes se rassemblent et vont discuter de toute une série de choses. Alors vous les voyez, là c'est en anglais, mais donc plutôt que de pointer du doigt
c'est la faute de qui? Parce que nous, on fait souvent ça. C'est pas de ma faute, un chef, c'est la faute du service comptabilité. Ben non. Là, on s'en fout de savoir qui a fait la faute finalement. Il y a eu une faute, on prend acte, et puis, qu'est-ce qu'on a appris de cette faute et qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce que ça va nous permettre d'améliorer? Et les photos que vous voyez là, ici, c'est dans le groupe des ingénieurs et ils travaillent sur la qualité, amélioration de la qualité, qualité continue. Donc c'est vraiment un changement de paradigme, hein. C'est tout à fait autre chose. Voilà. Alors, la responsabilisation. Pilier numéro 2, ben c'est rendre les gens acteurs et auteurs de leur performance. C'est faire en sorte que chacun se sente responsable du succès. Et aussi, important, parce que c'est le corollaire du succès, c'est que chacun reconnaisse et se reconnaisse le droit à l'erreur. C'est aussi insuffler un esprit d'entreprise à l'intérieur de la société, intrapreneuriale. J'arrive jamais à le dire. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude chez nous. Donc, généralement, pour travailler ça, on se fait souvent aider par des facilitateurs. Je vous le dis, je ne fais pas ma promo, mais je connais pas mal de sociétés qui sont dans ces démarches-là. Et donc, du coup, je peux vous donner un retour. Ce n'est pas facile d'initier ça quand il faut souvent une personne extérieure qui vient aider pour pouvoir entamer la démarche. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous donner un exemple de responsabilisation? Ben oui, la SNCF. Deux exemples à la SNCF. Premier exemple qui promeut plutôt la responsabilisation des équipes et des individus. Ils ont mis au point un programme, une équipe, si vous voulez, qui est considérée comme l'équipe de l'innovation managériale, qui ont été formés à plein de techniques différentes. Ils sont très facilement identifiables dans l'entreprise. Ils portent des badges avec toutes les techniques, chacun a des techniques différentes. Et donc, à l'envie, peu importe le département dans lequel vous êtes, vous pouvez prendre la responsabilité d'aller trouver ces gens qui peuvent ensuite vous aider dans des démarches diverses, dans des projets divers, en utilisant les techniques de l'innovation managériale. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, tiré de la SNCF, ils ont créé un pôle d'innovation qui s'appelle Espace 574. Est-ce que vous savez à quoi correspond le 574 ? C'est la vitesse maximum du TGV, pour information. C'est juste pour votre information. Alors, à la SNCF, ils se sont rendus compte d'un truc. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'informatique ici? Alors, le service informatique s'est rendu compte d'une chose. C'est que systématiquement, quand ils avaient un projet informatique, le budget à la fin du projet était 3 fois plus élevé que ce qui avait été prévu et le projet prenait 3 fois plus longtemps que ce qui avait été initialement prévu. Et donc, ils ont travaillé dans ce pôle innovation et ils en sont sortis avec un programme qui s'appelle R2D2 pour les amateurs de Star Wars. C'est quoi R2D2? Temps de réunion divisé par 2, temps de décision multiplié par 2. C'est ça, c'était pour répondre. Donc, ils prennent leurs décisions 2 fois plus vite. C'était pour répondre à ce problème au niveau informatique. Le plaisir. Alors, je pense que Julie va en parler tout à l'heure. Le plaisir. Pourquoi est-ce qu'il faut systématiquement mettre travail avec ennui? Hein, c'est vrai, ennui, douleur, souffrance. Est-ce qu'on ne peut pas aller au travail et s'amuser? Je pose la question. Si, bien sûr qu'on peut s'amuser. Alors moi j'ai déjà vu, je ne sais pas si vous êtes le dimanche soir, parce que pour les gens, le travail c'est toujours synonyme de souffrance. Vous regardez les réseaux sociaux en fin de week-end, et alors vous avez toujours des petites blagounettes qui vous disent « Oh, c'est la fin du week-end, demain c'est lundi, je ne suis pas prêt ». Ou alors vous arrivez franc battant au bureau le lundi « Salut, comment tu vas ?» Comme un lundi. Ça vous plombe Alors ça, c'est dû au fait que tous les styles de management qu'on a eu jusqu'à présent étaient plutôt axés sur la performance. Et que pour beaucoup de gens, je ne sais pas, moi, performance égale souffrance. Est-ce qu'on ne peut pas performer et avoir du plaisir? Moi, je dis oui. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est W. L. Gore. Je regarde le nom parce que j'ai toujours du mal à le prononcer. Donc, W. L. Gore a vraiment travaillé le plaisir au travail sous 2 axes différents. C'est très intéressant. C'est une démarche de ressources humaines. À l'engagement des nouvelles personnes qui arrivent dans la société, toute personne passe plusieurs semaines à travailler dans différents départements. Et au terme de ces semaines de travail un peu partout, ils peuvent choisir l'endroit où ils vont travailler.
Alors, c'est basé sur deux choses. Le plaisir de travailler avec une équipe plutôt qu'une autre, et l'appétence qui est « j'aime faire ce qu'on me demande de faire ». Donc, c'est quand même une démarche en termes bien-être plaisir qui est quand même assez novatrice. J'aimerais bien voir ça chez nous. Collaboration. Ça, c'est un pilier important aussi et avec lequel le management actuel a beaucoup de soucis. Ce n'est pas facile à mettre en place. Donc là, on va miser sur l'intelligence collective. Comment est-ce que ça va se passer? On va réunir des gens volontairement sur des projets et on va profiter des différentes personnalités, des différentes compétences et des différentes appétences. Les compétences, c'est quoi? C'est savoir, savoir-faire, savoir-être. Les appétences, c'est le savoir-aimer. Donc, on va réunir ces gens, on va profiter, c'est l'idée qu'il y a plus d'idées dans 10 têtes que dans une, et aussi, on va gommer la hiérarchie, le tout pour libérer les idées. Ce qui pose problème pour des sociétés qui ont été habituées à ce que tout parte du management, et aussi des boîtes, et j'en ai connu beaucoup, qui travaillent en silo. Vous avez le marketing, les ventes, la finance, et on ne s'occupe que du marketing, que des ventes, des finances. Est-ce que je vous ai donné un exemple de collaboration? Non. Les meubles Gauthier, je vais vous donner les meubles Gauthier. Donc, c'est une boîte en France qui fabrique des meubles. Et eux, donc ils ont fait ce que je viens de vous dire, et ils ont créé un nouveau produit pour les chambres d'enfants. Donc, ils vendaient déjà des chambres d'enfants, et ils ont imaginé une nouvelle idée qui est la location de chambres d'enfants. Alors, je ne suis pas très spécialiste parce que je n'ai pas d'enfants, moi j'ai juste un chat et un chien, mais d'après mes amis, entre 0 et 10 ans, il y a beaucoup de besoins qui changent au niveau des chambres. Au début, on a un licage pour le bébé, et puis au fur et à mesure que les enfants grandissent, il faut un bureau, il faut agrandir le lit, etc. Et donc, ils ont été les premiers à le faire. Je regarde le chef parce que je ne dois pas dépasser les heures. Alors, la créativité. Vous avez sauté l'agilité. J'ai oublié? Oh, je vous ai oublié l'agilité. Oui, alors regardez, merci monsieur, il suit bien. Monsieur, là, vous voyez, donc l'agilité, c'est la souplesse. Vous voyez, il a un peu du mal, hein, c'est souvent les footballeurs, ça. Et donc là, la dame, par contre, elle rigole. Donc, vous voyez, ça ne se passe pas trop mal. L'agilité, c'est donner de la réactivité et de la souplesse aux entreprises, favoriser l'audace. Alors, une entreprise qui a fait ça, je ne vais pas entrer trop dans l'agilité parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. Sachez que pour vous aider, il y a des coachs dits agiles. En France, ils ont travaillé beaucoup l'agilité et au départ, ce n'était pas ce qu'ils voulaient vraiment faire. Au départ, ils voulaient travailler, donc c'est la société Pou. Vous connaissez Pou? Ils font des biscuits. Et au départ, ils étaient dans une situation financière épouvantable. Et sous l'impulsion d'un chef, du nouveau dirigeant, ils ont commencé à travailler les fameuses valeurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout ça, il a impliqué l'ensemble de la société. Et ils se sont rendus compte très très vite à la fin de ce brainstorming qu'il y avait vraiment ce qu'on appelle en anglais un bottleneck, un roadblock. Il y avait quelque chose qui coinçait. C'était le management qui était mis en place, qui avait une attitude hyper autoritaire. Un truc qu'on voit beaucoup en France, c'est ce décalage entre les gens qui ont fait des hautes écoles, qui n'ont pas fait des hautes écoles, toi tu es cadre, moi je ne suis pas cadre, etc. Et donc, ça ne facilitait pas l'émergence de nouvelles façons de travailler. Et ce dirigeant, je dois dire, a quand même eu beaucoup de courage parce qu'il a persévéré et il s'est fait accompagner par un consultant extérieur et il a gommé plusieurs strates de la hiérarchie. Il y en a qui ont des managers qui sont restés, il y en a qui ont été rétrogradés, etc. Bon, il y en a quand même pas mal qui ont quitté. Mais à la fin, il s'est retrouvé avec une structure qui était en cellule indépendante par ligne de produits. Et ça a donné d'excellents résultats. Ils ont doublé leur chiffre d'affaires et ce chiffre a continué de manière constante à évoluer. Alors, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais ça a vraiment donné des résultats extraordinaires. Alors, le dernier, la créativité. La créativité, c'est faire émerger des idées nouvelles, mais à valeur ajoutée. Et l'idée derrière ça, en termes d'innovation managériale, c'est de proposer des solutions qui sont vraiment nouvelles, des choses qu'on n'a pas encore vues. Et là, laissez-moi vous parler un instant de 3M. 3M, donc les post-it. 3M, en 1930, sous l'impulsion d'un dirigeant dont j'ai absolument oublié le nom,
Le manager de l'époque a voulu travailler en 80-20. Ça veut dire quoi? C'est qu'il laissait 1 jour par semaine à leurs employés pour travailler sur un projet sur lequel ils avaient envie de travailler, bien sûr, en lien avec l'entreprise. Voilà, pendant des années, ils ont continué à travailler comme ça, jusqu'en 1974, où 2 chimistes de l'entreprise ont créé le post-it. Et aujourd'hui, il y a plus de 600 produits dérivés du post-it qui sont vendus dans le monde. Voilà, c'est ça la créativité. Alors, on arrive tout doucement à la fin. Je vais vous afficher ma définition de l'innovation managériale inspirée de quelque chose que j'ai lu de Francis Boyer, qui est un expert en innovation managériale qui travaille en France, que j'ai mise à ma sauce. Je vous la laisse lire parce que vous savez lire vous-même. J'ai envie de vous dire que tout ça, c'est vrai que ce ne sera pas facile, mais c'est combien excitant. Vous partez d'une page blanche et vous allez créer avec vos équipes le futur de l'entreprise. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes prêts, vous? En tout cas, moi, je suis prête. Alors, du coup, je vais mettre mon casque. Et alors, pas le casque jaune du périr. Le casque bleu de l'agir. Pas le casque jaune de c'est dur, la société va fermer, de la crasse, des travaux, de la mitraille. Le casque bleu de la paix, de la préservation, de la santé et des soins. Et regardez un petit peu, on en a parlé tout à l'heure, je vais essayer de le faire apparaître sans que tout s'efface ici. Regardez la couleur du casque de Turbo. Turbo, il a un casque bleu aussi, c'est le casque du changement. Alors, je vous invite à faire la même chose. Et donc, au départ, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être comme ça. Vous allez être greffé à votre casque jaune et vous n'allez pas vouloir le quitter. Et puis, de temps en temps, quand vous vous sentirez un peu plus à l'aise, vous allez mettre le bleu. Et puis, hop, vous remettrez le jaune. Et puis, vous commencerez à mettre le bleu de plus en plus longtemps. Et au fur et à mesure que vous vous sentirez plus à l'aise, vous le garderez. Et puis, ce qui est pas mal non plus, c'est que vous aurez la pêche et que vous retrouverez la banane. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Merci de votre attention.